Je reçois ce soir le patron du Parti communiste français. Bonsoir Pierre Laurent. Vous étiez bien à Versailles aujourd'hui avec les autres parlementaires de votre groupe, mais pas à l'intérieur du château pour écouter le président, à l'extérieur, pour faire entendre votre voix, avec d'ailleurs un certain sens du spectacle pour certains qui s'étaient un peu, on va le voir, déguisés en révolutionnaires. Le président vous a répondu, il a dit « Les vrais révolutionnaires, Sieyès et Mirabeau, eux, ne désertèrent pas, je le cite, promptement leur mandat que leur avait confié le peuple ». Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais nous ne désertons pas nos mandats, nous lançons une alarme démocratique et nous l'avons fait rue des États généraux à Versailles pour dire que nous n'acceptons pas effectivement une présidentialisation accrue du régime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président se comporte avec un sentiment de toute puissance. Le président dit et puis le Parlement n'aurait plus qu'à appliquer ce qu'a dit le président. Eh bien, un régime parlementaire, ça n'est pas ça. Nous sommes des élus divers, avec des sensibilités diverses, tous élus par le peuple. Et donc, nous avons à discuter les lois et nous ne sommes pas là pour appliquer ce que dit le président. Nous sommes là pour jouer notre rôle de parlementaires élus par le peuple et nous avons des comptes à rendre à ceux qui nous ont élus. Donc vous ne vous sentez pas déserteur, comme le dit le président? Pas du tout, pas déserteur, au contraire. Au contraire, nous sommes une vigie utile pour que les gens mesurent ce qui est en train de se passer. Le président qui vient expliquer ce qu'il aurait envie de faire pendant l'année. Écoutez, d'abord, est-ce que c'est pas un respect du Parlement d'une certaine manière finalement? Non, parce que le président parle. Je rappelle que ça s'est passé comme ça. Le président parle et ensuite il s'en va et il n'écoute pas les députés lui répondre. Et d'ailleurs, les derniers députés qui sont, oui, mais la Constitution, il n'a pas le droit de rester. Depuis pas très longtemps. Je rappelle que cette disposition qui inverse l'ordre des choses, qui fait que c'est le président et non plus le Premier ministre qui s'exprime devant l'Assemblée, date de Sarkozy. On se rappelle que Sarkozy disait de son Premier ministre que c'était son collaborateur, le fameux François Fillon à l'époque. Donc c'était quand même un signal clair, qui était un signal de renforcement continu des pouvoirs de la présidence. Et nous considérons que c'est dangereux pour la démocratie. Le patron du groupe socialiste au Sénat dit qu'il pourrait peut-être proposer un amendement pour faire évoluer, pour que justement il puisse rester le président. Il puisse rester, écouter les patrons de groupe et écouter les différentes sensibilités. C'est quelque chose que vous voteriez, ça? Non, il y a beaucoup de choses à faire évoluer, mais justement pas dans ce sens-là, pas dans le sens de toujours concentrer davantage de pouvoir dans les mains d'un seul homme, qui est d'ailleurs accompagné d'une armée de conseillers à l'Élysée. Nous pensons au contraire qu'il faut rendre du pouvoir au Parlement, en donner davantage au Parlement et davantage aux citoyens pour intervenir dans l'élaboration et dans le contrôle des lois. Vous l'avez écouté quand même, son discours? Oui, bien sûr. Comment vous avez fait? Parce que il était retransmis C'était juste à la pour les radio images, et à la et puis après, vous êtes télévision. allé Donc l'écouter. après notre initiative, nous avons écouté le président. Donc vous l'avez écouté quoi, dans un café du coin finalement? Non, je l'ai écouté en voiture, pour tout vous dire, dans une voiture qui me ramenait à Paris, et donc je l'ai écouté à la radio. Ce que vous avez entendu, ça vous a choqué? Ça vous a mis mal à l'aise? Ça a pu vous plaire par certains moments? Non, je crois que son discours, dans lequel il n'y avait pas beaucoup d'annonces et qui était très très long et même un peu ennuyeux par moments, il y avait du superflu, beaucoup de phrases, mais pas tellement d'annonces par rapport à ce qu'on connaissait déjà. Et puis des choses sur lesquelles j'attends de le prendre au mot. Par exemple, il a dit qu'il y avait trop de lois, paraît-il. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais je rappelle que la loi la plus volumineuse, celle qui nous a assommés, c'est la loi Macron. 400 articles, la loi Macron qui a été adoptée par le 49.3. Il a dit qu'il fallait évaluer les lois 2 ans après. On n'a qu'à évaluer, dès la rentrée parlementaire, ce qu'a donné la loi Macron. On n'a qu'à évaluer ce qu'a donné le CICE. Il veut continuer le CICE sous une autre forme, mais le prolonger. Évaluons le bilan du CICE. On a donné des dizaines de milliards aux entreprises, soi-disant au nom de l'emploi, et le chômage a continué d'augmenter. Alors j'espère qu'en matière d'évaluation et de précision sur les lois, on commencera par faire le bilan de celle qu'Emmanuel Macron, dont il a été le promoteur. Sans exclure celle-ci, en effet, vous êtes d'accord avec cette idée qu'il faudrait vraiment réévaluer, qu'il y a trop de production législative, qu'on s'occupe finalement de tout et parfois de rien, trop de détails? Non, on ne s'occupe pas de tout et de rien. Et pas assez de l'essentiel. Non, c'est qu'on ne passe pas assez de temps, justement, à faire de bonnes lois. Plutôt que... Parce que l'inflation législative, elle ne vient pas des parlementaires. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, 90% des lois que nous discutons au Parlement sont d'initiative gouvernementale. Donc c'est le gouvernement, sous la pression souvent des lobbies, sous la pression du MEDEF, ce qui est encore le cas avec les ordonnances Macron, qui embouteille
le Parlement avec des lois dont le pays ne veut pas. Vous allez passer à un mode de contrôle un peu plus qu'un mode de production. Mais par contre, il faut discuter sérieusement les lois. Or, que propose le président de la République, par exemple, dans une petite phrase à laquelle personne n'a fait attention, il a dit on peut les voter en commission. Mais c'est très grave. Ça vous plaît pas, ça ? Mais non. Parce que ça n'est pas efficace et puis ça n'est pas transparent. Il faut que l'ensemble de la représentation nationale s'exprime sur les lois. Il faut qu'il puisse y avoir un débat public. Il faut qu'il y ait un débat public que chacun peut regarder à la télévision. Il faut de la transparence en tout domaine. Donc les commissions ont un rôle très important à jouer. Nous sommes tous très assidus dans les commissions. Elles ont un rôle important à jouer pour préparer le débat. Mais le débat doit avoir lieu en séance publique et avec un vote de tous les parlementaires. Il propose aussi de supprimer un tiers des parlementaires. C'est bien ? C'est pas bien ? Non, ça n'est pas bien. Rendre les assemblées plus efficaces. Non, ça n'est pas bien, parce qu'aujourd'hui, il y a un député pour 100 et quelques mille habitants. C'est déjà beaucoup pour être proche de ses électeurs. Donc, ce qu'il propose va doubler ce chiffre. Autant dire qu'on va éloigner encore les parlementaires de proximité. Donc, il faudrait, à mon avis, non pas diminuer les parlementaires. Par contre, il faudrait les élire à la proportionnelle, intégralement. Il en a parlé, dose de proportionnelle. Il a parlé d'une dose de proportionnelle. On écoutera le Premier ministre demain pour savoir ce que ça donne. Parce que quand on va additionner la réduction du nombre de députés et la dose de proportionnelle, si elle est faible, ça ne va pas donner grand-chose par rapport à aujourd'hui en matière de représentation pluraliste du pays. Mais on attend d'y voir plus clair, puisque là, il n'a pas été du tout précis. Il veut que ces réformes-là, institutionnelles, elles soient passées dans un an. Et il dit, je la soumettrai au vote, bien sûr, mais sinon, j'irai, s'il le faut, au référendum. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, la Constitution lui permet de le faire. Et vous savez que ça fait partie des nombreuses prérogatives. Le seul qui peut déclencher un référendum dans ce pays, c'est le président de la République, puisque même des millions de citoyens qui auraient une pétition ne peuvent pas le faire. Ce qui n'est pas tout à fait normal quand même. Donc il a la possibilité effectivement de faire ça pour conduire une réforme constitutionnelle. S'il en arrivait là, ça voudrait dire qu'il n'obtient pas les 3/5 du Parlement pour le faire. Il a rappelé, j'allais dire, le grand cap qui, selon lui, serait l'homme. Construire un État au service de l'homme. Construire une France qui redonne un humanisme au monde entier. Ça va très mal commencer. Parce que les ordonnances Macron, qui d'ailleurs ne vont pas être discutées dans leur contenu au Parlement, vont faire exactement l'inverse. Parce que les ordonnances Macron qui vont casser le Code du travail, c'est rendre les hommes dépendants des intérêts financiers et en faire des pièces de la mondialisation au service des actionnaires. C'est exactement l'inverse de la société humaniste pour laquelle nous nous battons. Il faut remettre l'humain, comme nous le disons, au centre, l'humain d'abord. Or là, les ordonnances Macron, ça ne sera pas l'humain d'abord. Ça sera les intérêts économiques d'abord, et puis les humains, vous vous débrouillez avec ça, et vous devenez des pièces qu'on déplace selon les besoins des actionnaires et des entreprises. Donc c'est cette logique-là que précisément nous voulons inverser. Donc là, typiquement, on est dans les grandes phrases, mais dans la réalité, on va être, je le crois, dans le contraire. Il y avait une idée derrière cette phrase, d'ailleurs, c'est un des mots qui a été le plus souvent utilisé, le réel. Ne pas travailler contre le réel, ça ne marche pas. Sous-entendu, on a eu des grandes idéologies, et d'ailleurs le communisme en fait partie. On a voulu, contre le réel, imposer de belles idées. Il faut garder l'idée, mais il faut travailler avec le réel. Moi, le réel, j'ai les deux pieds dans le réel tous les jours. Et je discute avec des salariés tous les jours. Je connais leur vie quotidienne. Je sais leurs difficultés de vie. Je sais que ces travailleurs qui créent les richesses du pays, eh bien, ne touchent pas les salaires qu'ils devraient toucher, n'ont pas les moyens de vivre comme ils devraient. C'est ça le réel. Le réel dont le président de la République n'a pas parlé, c'est ce réel-là. C'est celui-là qu'il faut changer. Mais ce dont vous parlez aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfait du résultat non plus, j'imagine. Non, mais au fond... Qu'est-ce que vous changez pour que ça fonctionne alors ? Lui propose de partir du réel, et vous ? Eh bien, moi, par exemple, je propose qu'on change, qu'au lieu de faire les ordonnances Macron, on construise un grand service public de l'emploi. Quand on entre dans la vie active, on est inscrit dans un service public de l'emploi. Et tout au long de sa vie, qu'on ait un emploi ou qu'on soit obligé de passer par des formations pour en changer, on est garanti d'avoir de quoi vivre. Et on ne passe plus systématiquement par la case précarité ou la case chômage. Ça ferait moins de dégâts sociaux.
ça coûterait moins cher, ce serait plus efficace économiquement. Donc vous allez voir que dans le débat, nous n'allons pas seulement nous opposer aux mesures d'Emmanuel Macron, nous ferons systématiquement des propositions. Et celle dont je vous parle, nous l'avons rédigée et déposée dans un projet de loi et nous allons nous en servir pour faire des amendements aux ordonnances Macron si on nous en donne la possibilité. Il a beaucoup parlé de liberté. Pour lui, au fond, la liberté, c'est la clé pour accéder à beaucoup de choses et notamment à l'égalité. On l'écoute. La liberté forte, c'est la liberté de choisir sa vie. Car la liberté est ce qui réconcilie précisément la justice et l'efficacité, la possibilité de faire et l'égalité vraie, la liberté d'expérimenter, de se tromper, d'essayer encore. On n'embarque plus dans son existence pour un voyage au long cours. Nos vies sont exploration, tentative, recherche. Sachons inventer cette liberté-là. Une liberté qui libère. Vous l'acceptez, ce discours? Mais vous êtes d'accord philosophiquement mais la liberté, avec... c'est le sens même de mon combat. Et si j'aime ce pays, c'est parce que c'est un pays dans lequel nous avons toujours défendu les libertés. Mais moi, la liberté, je la demande pour tous. Je la demande pour ceux qui ont peu comme pour ceux qui ont beaucoup. Moi, je ne veux pas une liberté qui soit réservée à quelques-uns. Je veux que la liberté, effectivement, d'innover, que la liberté de s'épanouir, de créer des choses nouvelles appartienne à tous. Je veux que ceux qui travaillent dans les entreprises soient libres de décider, la manière dont... Non, mais il n'a pas dit quelque chose de différent. Oui, mais c'est pour ça que c'est des grandes phrases. Parce que où sont les propositions que nous défendons dans le discours du président de la République ou demain dans celui du Premier ministre, par exemple, pour donner des nouveaux droits réels aux salariés, vous parliez du réel, aux salariés dans les entreprises, pour décider de la manière dont vont être utilisées les richesses que ces travailleurs créent. Où sont ces libertés nouvelles dans le discours gouvernemental? Nulle part. Nulle part. Donc il y a des grandes phrases, mais quand on passe aux travaux pratiques, on nous dit le réel, c'est de s'adapter à la mondialisation telle qu'elle est organisée par les grands intérêts financiers. Alors vous dites qu'il pourra compter sur nous pour s'opposer. Vous ne serez pas le seul. Apparemment, il y a Jean-Luc Mélenchon aussi qui a bien décidé d'occuper ce créneau-là. Il était, lui, à République, avait un petit peu la même thématique. Les vrais révolutionnaires, ils ne sont pas à Versailles. Ça a démarré un petit peu le point levé, une Marseillaise, une internationale. Pour résumer, le roi était à Versailles, le peuple était autour de lui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, on avait choisi les uns et les autres des symboles forts. Nous, on était rue des États Généraux. Vous n'auriez pas pu l'organiser ensemble, ce symbole-là ? Et lui était place de la République. D'ailleurs, vous avez dit qu'ils avaient chanté l'Internationale. Ça me fait plaisir, puisque l'Internationale avait disparu des meetings de Jean-Luc Mélenchon pendant l'élection présidentielle. Vous y voyez un signe, une main tendue ? Donc moi, je suis très heureux de ça. Mais effectivement, nous allons devoir travailler ensemble. Nous faisons le même diagnostic. Avec les bonnets phrygiens et lui à République. Oui, mais il faut trouver les voies d'un travail commun. Vous savez, il y a 2 groupes à l'Assemblée nationale qui prennent leurs initiatives. Nous avons proposé d'avoir un comité de liaison entre ces 2 groupes pour organiser cette coordination. Nous sommes favorables à ça. Moi, je n'ai qu'un souci, c'est qu'on soit capable de rassembler le plus largement possible face à Macron, même si parfois nous avons un débat sur la manière d'y parvenir. Mais il faut que chacun s'accepte tel qu'il est. On a appris aujourd'hui qu'il souhaitait racheter la Marseillaise, l'organe de presse historique du Parti communiste. Je crois, d'abord, la Marseillaise n'est pas à vendre. Ça, je peux vous le confirmer. Et je crois savoir que dans la journée, cette information a été démentie. Et je le répète, c'est heureux parce que la Marseillaise n'est pas à vendre. En tout cas, il dit qu'il aimerait bien faire des éditos dans la Marseillaise. Vous pourriez l'aider à faire des éditos éventuellement dans le journal ? Mais vous savez, les colonnes de la presse communiste, j'ai été longtemps un dirigeant dans la presse communiste. J'ai été directeur de la rédaction de l'Humanité. Ce sont des journaux extrêmement ouverts à des contributions les plus diverses. Il y a des pages entières de tribunes libres qui sont publiées chaque jour dans l'Humanité et dans la Marseillaise. Tout ça vous fait sourire, mais voyez bien ce qu'il y a derrière. Derrière, il a envie de parler au peuple communiste indépendamment du parti. Ça vous inquiète ? Oui, mais je constate qu'un jour, il l'a fait hier, et c'est parfaitement regrettable dans le journal du dimanche. Il tient des propos assez humiliants à l'égard des communistes, et puis un autre jour, il voudrait leur parler. Donc il faudra que Jean-Luc Mélenchon choisisse. Et je pense que la bonne voie pour nous tous, c'est celle du respect pour construire de l'unité efficace. Merci d'être venu répondre à nos questions ce soir. On va continuer à revenir sur ce discours du Congrès. On va le décrypter avec nos invités dans le Grand Décryptage juste après la pause. À tout de suite.